La salle du notaire Hutchinson à la Nouvelle-Orléans n'avait jamais connu un tel silence. 5 personnes attendaient, raides sur leurs chaises en bois précieux. Caroline Westfield, la veuve, portait une robe noire qui semblait l'étouffer. Ses 3 fils, Charles, William et Robert, arboraient des costumes sombres et des mines solennelles qui cachaient mal leur impatience. Seul le 5e occupant de la pièce détonnait. Kwame, un homme noir d'une 40aine d'années, se tenait debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Le notaire ajusta ses lunettes, brisa le seau de cire rouge et déplia le document. Sa voix chevrotante résonna dans la pièce. « Moi, Jonathan Westfield, saint d'esprit et de corps. » Caroline se tamponna les yeux avec son mouchoir brodé. Les 3 fils échangèrent des regards complices. Ils connaissaient la fortune de leur père, 3000 hectares de terre, 250 esclaves, une demeure coloniale de 27 pièces et des comptes en banque qui dépassaient les $100 000. Lègue l'intégralité de ma plantation Belle-Rive, avec tous ses biens meubles et immeubles, ses terres, ses bâtiments et ses revenus à Kwame, fils d'Adama, actuellement à mon service. Le silence se fracassa comme du verre. Caroline porta la main à sa gorge. Charles bondit de sa chaise. « C'est impossible, cet homme est notre propriété. » Le notaire leva la main pour réclamer le calme, mais William hurlait déjà. « Ce testament est une fraude. Mon père n'aurait jamais... » « Le document est parfaitement légal, messieurs. Votre père l'a fait enregistrer auprès de 3 témoins, dont le juge Patterson et le révérend Matthews. Il a même obtenu une dérogation spéciale du gouverneur pour rendre cet héritage possible. » Robert, le plus jeune, regardait Kwame avec une haine pure. « Qu'est-ce que tu lui as fait, sorcier? Quel poison lui as-tu donné pour qu'il perde la raison ?» Kwame ne broncha pas. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. Il connaissait cette famille depuis 30 ans. Il savait exactement ce qui les rongeait. Pour comprendre ce testament qui défiait toutes les lois de la nature et de la société, il fallait remonter 3 décennies en arrière, quand Jonathan Westfield n'était qu'un jeune homme de 22 ans qui venait d'hériter d'une plantation en difficulté. En 1831, Jonathan débarqua à Belle-Rive avec plus d'arrogance que d'expérience. Son père venait de mourir, lui laissant des dettes considérables et une exploitation au bord de la faillite. Les champs de coton donnèrent des récoltes médiocres, les esclaves travaillaient sans motivation et les créanciers frappaient à la porte chaque semaine. Le premier jour, Jonathan inspecta sa propriété avec le regard méprisant d'un homme qui se croyait supérieur à tout ce qui l'entourait. Dans les quartiers des esclaves, un garçon d'une 10aine d'années attirait son attention. Contrairement aux autres enfants qui jouaient dans la poussière, celui-ci traçait des chiffres dans la terre avec un bâton. « Toi, comment tu t'appelles ?»« Kwame, maître. »« Tu sais compter ?»« Oui, maître, jusqu'à 1000. » Jonathan ricana. Un esclave qui comptait jusqu'à 1000 ? Impossible. Il décida de tester le garçon, lui posant des additions, des soustractions, puis des multiplications. Kwame répondait sans hésiter. Jonathan sentit quelque chose bouger en lui, une curiosité qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Qui t'a appris ?»« Ma mère, maître. Elle servait dans une grande maison en Virginie. Le fils du maître lui enseignait ses leçons et elle les répétait pour moi la nuit. » Cette rencontre changea tout. Jonathan, qui cherchait désespérément à sauver sa plantation, vit en Kwame un outil précieux. Il commença à l'utiliser pour vérifier les comptes, surveiller les récoltes, organiser le travail. Le garçon montrait une intelligence stupéfiante pour comprendre les cycles agricoles, anticiper les problèmes, optimiser les ressources. Mais ce n'était qu'une relation utilitaire. Jonathan ne voyait en Kwame qu'un instrument efficace, rien de plus. La véritable transformation survint 10 ans plus tard. En 1841, Jonathan épousa Caroline Beauchamp, fille d'une riche famille de Charleston. Elle lui donna 3 fils en 4 ans. La plantation prospérait enfin, grâce aux méthodes que Kwame avait mises en place. Jonathan s'enrichissait, mais il restait cet homme arrogant et cruel qui n'hésitait pas à faire fouetter ceux qui le contrariaient. L'année 1847 marqua un tournant. Une terrible épidémie de fièvre jaune frappa la région. Caroline
et les 3 garçons tombèrent malades. Jonathan, terrorisé à l'idée de perdre sa famille, fit venir les meilleurs médecins de la Nouvelle-Orléans. Ils ne purent rien faire. Les remèdes traditionnels échouaient les uns après les autres. Ce fut Quam qui sauva la famille Westfield. Il connaissait les plantes médicinales que sa mère lui avait enseignées, des remèdes transmis de génération en génération depuis l'Afrique. Pendant 3 semaines, il veilla sur Caroline et les enfants jour et nuit, préparant des décoctions, appliquant des cataplasmes, surveillant chaque symptôme. Jonathan le regardait travailler avec un mélange de désespoir et d'incompréhension. Quand Caroline ouvrit enfin les yeux et que les garçons retrouvèrent leur force, quelque chose se brisa dans le cœur de Jonathan. Pour la première fois de sa vie, il regarda vraiment Quam, pas comme un esclave, pas comme un outil, mais comme l'homme qui venait de lui rendre ce qu'il avait de plus précieux au monde. « Pourquoi tu as fait ça ?» Quam ne comprenait pas la question. Il avait agi par devoir, par humanité, par cette compassion qu'aucune chaîne ne pouvait étouffer, parce que c'était juste maître. Cette réponse simple bouleversa Jonathan. Il commença à observer Quam différemment, à voir en lui non plus un bien, mais un être humain d'une valeur exceptionnelle. Progressivement, leur relation évolua. Jonathan se mit à consulter Quam sur toutes les décisions importantes concernant la plantation. Les conseils de l'esclave se révélaient toujours judicieux, visionnaires même. En 1850, quand une série d'investissements hasardeux menaça de ruiner Jonathan, ce fut Quam qui élabora un plan de redressement. Il proposa de diversifier les cultures, d'investir dans l'élevage, de moderniser les méthodes de production. Jonathan suivit chaque recommandation. En 2 ans, la fortune de Belle-Rive doubla. Mais cette complicité croissante entre le maître et l'esclave ne passa pas inaperçue. Caroline observait avec dégoût son mari passer des heures à discuter avec Quam. Les 3 fils grandissaient dans le ressentiment, jaloux de l'influence que cet homme noir exerçait sur leur père. Charles, l'aîné, incarnait parfaitement cette haine familiale. À 20 ans, il se considérait déjà comme le futur maître de Belle-Rive. L'idée que son père consultait un esclave avant de prendre des décisions le rendait fou de rage. Il commença à comploter, cherchant des moyens de discréditer Quam aux yeux de Jonathan. Un jour de 1852, Charles accusa Quam d'avoir volé de l'argent dans le coffre familial. Il avait lui-même subtilisé $200 et caché l'argent dans la cabane de Quam. Quand Jonathan découvrit l'argent lors d'une fouille, son visage devint blanc. Charles jubilait déjà, certain que son père ferait fouetter Quam jusqu'au sang. Mais Jonathan connaissait son fils. Il connaissait aussi Quam. 30 secondes lui suffirent pour comprendre la supercherie. « Charles, va dans ta chambre. Tu n'en sortiras que quand tu avoueras la vérité. » Le jeune homme resta enfermé 5 jours avant de craquer. Jonathan ne le fouetta pas, mais quelque chose de bien plus grave se produisit. Il perdit toute confiance en son fils aîné. Cette trahison creusa un fossé qui ne se combla jamais. Les 2 autres fils ne valaient guère mieux. William se révélait un joueur invétéré qui accumulait les dettes de jeu. Robert, le plus jeune, développait un goût malsain pour la cruauté envers les esclaves. Jonathan les observait avec une amertume croissante. Ces 3 garçons qu'il avait élevés dans le luxe et l'éducation ne montraient aucune des qualités qu'il recherchait chez un héritier, ni intelligence, ni intégrité, ni sens des responsabilités. Caroline, de son côté, ne cessait de répéter les mêmes refrains venimeux. « Tu passes plus de temps avec cet esclave qu'avec tes propres fils. Tu nous ridiculises devant toute la société. Les voisins se moquent de nous. » Jonathan n'écoutait plus. Il voyait trop clairement ce que sa famille était devenue. Une collection d'êtres cupides, médiocres et cruels, qui n'attendaient que sa mort pour dilapider la fortune qu'il avait bâtie. L'année 1855 marqua le point de rupture définitif. Jonathan, maintenant âgé de 46 ans, commença à souffrir de problèmes cardiaques. Son médecin lui donna 5 ans à vivre, peut-être moins. Face à sa mortalité imminente, il devait prendre une décision concernant son héritage. Un soir, il convoqua Charles dans son bureau. Le jeune homme de 23 ans entra avec son arrogance habituelle, certain que son père allait enfin lui transmettre les rênes de Belle-Rive. « Dis-moi, Charles, que feras-tu de cette plantation quand je serai mort ? » « Je la dirigerai avec fermeté, père. Je remettrai de l'ordre, je vendrai les esclaves inutiles,
et j'en achèterai de plus robustes. Je moderniserai tout selon mes visions. Et Quam, le visage de Charles se durcit. Je le vendrai le jour même de votre enterrement. Ou mieux, je le ferai fouetter jusqu'à ce qu'il comprenne sa place. Ne. Jonathan sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. Il posa la même question à William, puis à Robert. Les réponses variaient dans leur cruauté, mais toutes aboutissaient au même résultat. Quam serait détruit dès que les fils prendraient le contrôle. Cette nuit-là, Jonathan ne dormit pas. Il pensait à tout ce que Quam avait fait pour lui, pour sa famille, pour Belle-Rive. Cet homme avait sauvé ses enfants, redressé sa fortune, était son seul confident loyal pendant 30 ans. Et ces mêmes enfants sauvés le détruiraient par pure méchanceté. La décision mûrit lentement, mais inexorablement. Jonathan commença à explorer les possibilités légales. Pouvait-on léguer une propriété à un esclave? Les lois de la Louisiane semblaient en l'interdire, mais elles contenaient des zones grises, des exceptions, des précédents rares mais existants. Il contacta discrètement les meilleurs avocats de la Nouvelle-Orléans. Certains refusèrent, scandalisés. D'autres acceptèrent l'affaire par curiosité juridique. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie complexe. Première étape, affranchir Quam légalement, mais en secret. Les documents furent enregistrés chez un notaire discret, daté d'1 an avant le testament. Techniquement, Quam ne serait plus esclave au moment de l'héritage. Deuxième étape, obtenir l'appui d'hommes puissants. Jonathan était respecté dans la région malgré ses excentricités. Il rendit service au juge Patterson en lui prêtant de l'argent sans intérêt. Il fit un généreux don à l'église du révérend Matthews. Il aida le gouverneur à résoudre une affaire financière délicate. Ces hommes acceptèrent de témoigner en faveur du testament quand le moment viendrait. Troisième étape, rédiger un testament juridiquement inattaquable. Les avocats y travaillèrent pendant des mois, anticipant chaque objection possible, comblant chaque faille légale. Le document final faisait 27 pages de clauses, de conditions, de justifications. Jonathan ne dit rien à Quam. L'homme continuait à travailler comme toujours, gérant Belle-Rive avec la même efficacité, inconscient qu'il était déjà libre, inconscient qu'il était sur le point de devenir l'un des hommes les plus riches de Louisiane. En 1860, la santé de Jonathan déclina brutalement. Les douleurs thoraciques devenaient quotidiennes. Il savait que la fin approchait. Caroline se montrait d'une fausse sollicitude insupportable, tout comme les 3 fils qui multipliaient les visites hypocrites. Un matin de janvier 1861, Jonathan demanda à Quam de venir dans sa chambre. L'homme noir trouva son maître alité, le teint gris, la respiration difficile. « Assieds-toi, Quam. Maître, vous devriez vous reposer. Je me reposerai bientôt pour l'éternité. Écoute-moi bien, tu vas apprendre quelque chose qui va bouleverser ta vie. » Jonathan lui expliqua tout. L'affranchissement secret, le testament, les raisons de sa décision. Quam l'écouta sans l'interrompre, son visage reflétant une succession d'émotions, incrédulité, terreur, incompréhension. « Maître, vous ne pouvez pas faire ça. Ils me tueront. Peut-être. Mais tu auras les moyens de te défendre. J'ai pris des dispositions. Le juge Patterson veillera à ce que le testament soit exécuté. Le révérend Matthews témoignera de ma santé mentale. Le gouverneur lui-même a signé un document autorisant cette succession. Mais pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Jonathan ferma les yeux. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Parce que tu es le seul homme de valeur que j'ai jamais connu. Parce que tu mérites cette terre bien plus que mes fils qui ne l'ont jamais respectée. Parce que pendant 30 ans, tu as été plus un fils pour moi qu'aucun de ces 3 ingrats ne le sera jamais. Quam sentit les larmes monter. Toute sa vie, on lui avait répété qu'il n'était rien, qu'il ne valait rien. Et voilà qu'un homme blanc, son maître, le reconnaissait comme son égal, voire son supérieur. Je ne sais pas si je pourrais. Tu le pourras. Tu as tout ce qu'il faut. Intelligence, courage, intégrité. Belle-Rive sera entre de bonnes mains. Bête. 3 semaines plus tard, Jonathan Westfield mourut dans son sommeil. Le lendemain, toute la famille se réunit chez le notaire Hutchinson pour la lecture du testament. Le chaos qui suivit la révélation dépassa tout ce qu'on pouvait imaginer.
Charles tenta physiquement d'arracher le document des mains du notaire. William hurla des obscénités. Robert menaça de tuer Quam sur le champ. Caroline s'évanouit ou fit semblant. Le notaire dut faire appel au shérif pour rétablir l'ordre. Les Westfield jurèrent de contester le testament, de le faire annuler, de prouver que leur père avait perdu la raison. Mais Jonathan avait prévu chaque mouvement. Le juge Patterson témoigna que Jonathan était parfaitement sain d'esprit lors de la rédaction du testament. Le révérend Matthews certifia que le défunt avait agi par conviction morale profonde. Le gouverneur confirma avoir personnellement approuvé la succession. Les avocats de la famille Westfield se heurtèrent à un mur juridique impénétrable. Chaque clause du testament avait été rédigée pour résister aux attaques. Chaque objection possible avait été anticipée et neutralisée. Le procès dura 6 mois. La presse s'empara de l'affaire. Les journaux du Sud hurlaient au scandale. Ceux du Nord saluaient l'acte comme un symbole progressiste. Le cas Westfield devint un enjeu politique en pleine montée des tensions entre États esclavagistes et abolitionnistes. Finalement, en juillet 1861, le tribunal trancha. Le testament était valide. Quam devenait légalement propriétaire de Belle-Rive et de toute la fortune Westfield. La famille fut expulsée de la demeure coloniale. Caroline et ses 3 fils se retrouvèrent avec seulement $10 000 chacun, une somme dérisoire comparée à la fortune qu'ils espéraient. Ils quittèrent la Louisiane dans la honte et la rage, jurant une vengeance qui ne viendrait jamais. Quam s'installa dans la grande maison, mais il ne s'y sentit jamais à l'aise. Comment aurait-il pu? Pendant 40 ans, il avait été esclave dans ses murs. Maintenant, il en était le maître, mais le poids de cette transformation était écrasant. Il affranchit immédiatement tous les esclaves de Belle-Rive. Beaucoup choisirent de rester, travaillant désormais comme employés salariés. D'autres partirent vers le nord, vers la liberté qu'ils n'avaient jamais connue. Quam géra la plantation avec la même efficacité qu'auparavant. Les récoltes continuèrent à prospérer. Les affaires marchaient bien, mais la société louisianaise ne lui pardonna jamais. Les plantations voisines refusèrent de commercer avec lui. Les notables l'ignorèrent. Certains tentèrent même de l'intimider. Puis vint la guerre. En avril 1861, Fort Sumter tomba. La guerre de sécession éclata. La Louisiane rejoignit la Confédération. Les armées se formèrent. Le Sud entra en guerre pour préserver l'esclavage, entre autres raisons. Belle-Rive se retrouva en zone de combat. Les soldats confédérés réquisitionnèrent une partie des terres. Les troupes de l'Union bombardèrent les environs. Quam vit son rêve fragile se désintégrer sous le poids de l'histoire. En 1863, les forces nordistes prirent le contrôle de la région. Un officier de l'Union vint inspecter Belle-Rive. Quand il découvrit qu'un ancien esclave possédait cette immense plantation, il refusa d'y croire. Il fallut lui montrer tous les documents, tous les témoignages, toute la procédure légale. L'officier, un certain capitaine Morrison, regarda Quam avec un mélange de respect et de pitié. « Vous savez que tout ça va changer, n'est-ce pas? Après cette guerre, plus rien ne sera pareil. L'esclavage sera aboli, le Sud sera reconstruit. Votre cas exceptionnel deviendra peut-être la norme. » Quam sourit tristement. « Peut-être, mais je ne vivrai probablement pas assez longtemps pour le voir. J'ai 52 ans. Cette terre m'a déjà pris toute ma vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste. » Quoi? La guerre continua. Belle-Rive survécut, mais meurtrie. Les champs furent ravagés, les bâtiments endommagés. La fortune accumulée pendant des décennies fondit comme neige au soleil. En 1865, la guerre se termina. L'esclavage fut aboli. Le Sud gisait en ruine. Quam possédait toujours Belle-Rive, mais la plantation n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il aurait pu tout vendre, partir vers le nord, recommencer ailleurs. Mais il choisit de rester. Cette terre, il l'avait travaillée enfant. Cette terre, il l'avait sauvée de la ruine. Cette terre, Jonathan lui avait confiée. Les années suivantes furent difficiles. La reconstruction apporta son lot de chaos et d'incertitudes. Des hommes blancs, en colère, tentèrent à plusieurs reprises de chasser Quam. Des menaces nocturnes, des intimidations,
des actes de violence. Mais Kwame tint bon. Il reconstruisit patiemment Belle-Rive. Il embaucha d'anciens esclaves et leur donna les moyens de devenir des fermiers indépendants. Il créa une école pour les enfants noirs de la région. Il transforma sa propriété en symbole de ce que la liberté pouvait accomplir. En 1875, 14 ans après avoir hérité de Belle-Rive, Kwame mourut dans son sommeil à l'âge de 62 ans. Il laissa la plantation à une coopérative d'anciens esclaves qu'il avait formés et éduqués. Quelques jours après sa mort, un vieil homme se présenta aux portes de Belle-Rive. C'était Robert Westfield, le plus jeune des 3 fils. Il avait 60 ans maintenant, le visage marqué par l'alcool et l'amertume. Il demanda à voir la tombe de son père. On le conduisit au petit cimetière familial où Jonathan reposait. À côté de la pierre tombale du planteur, une autre pierre, plus simple, portait le nom de Kwame. Robert resta là longtemps, regardant ces 2 tombes côte à côte. Puis, il murmura quelque chose que personne n'entendit vraiment. Certains jurèrent qu'il avait dit « Pardonnez-moi ». D'autres affirmèrent qu'il avait craché par terre. Quoi qu'il en soit, Robert Westfield quitta Belle-Rive et on ne le revit jamais. Il mourut seul 3 ans plus tard, dans une chambre minable de Memphis, ruiné et oublié. Charles avait péri pendant la guerre, tué lors d'une escarmouche stupide près de Vicksburg. William s'était noyé dans le Mississippi en 1870, probablement ivre. Caroline Westfield survécut à tous ses fils. Elle mourut en 1880, à l'âge de 75 ans, dans une maison de charité de Charleston. Jusqu'à son dernier souffle, elle maudit la mémoire de son mari et de Kwame. L'histoire du testament interdit devint une légende dans la région. Certains y voyaient la preuve qu'un homme blanc pouvait reconnaître l'humanité des Noirs. D'autres la considéraient comme une aberration, une trahison de la race et de la famille. Mais la véritable leçon de cette histoire résidait peut-être ailleurs. Jonathan Westfield n'avait pas agi par bonté altruiste ou par convictions abolitionnistes. Il avait simplement reconnu la valeur d'un homme exceptionnel et puni la médiocrité de sa propre famille. Kwame, de son côté, n'avait pas cherché cette destinée. Il n'avait fait que rester fidèle à ses principes, même dans les chaînes. L'esclavage n'avait pas réussi à étouffer son intelligence, son intégrité, sa compassion. Le testament qui déshérita une famille blanche pour enrichir un ancien esclave noir ne changea pas le monde. Il ne mit pas fin à l'esclavage, il n'apporta pas la justice raciale, il ne réconcilia personne. Mais il prouva une chose essentielle. La valeur d'un homme ne dépend ni de sa couleur ni de sa naissance, mais de ce qu'il fait de sa vie. Jonathan Westfield l'avait compris trop tard pour sauver son âme, mais assez tôt pour accomplir un dernier acte de justice. Et quelque part dans les champs de Belle-Rive, sous le soleil brûlant de Louisiane, les descendants des hommes et femmes que Kwame avait libérés continuèrent à cultiver cette terre. Ils se souvenaient du testament interdit. Ils racontaient l'histoire à leurs enfants. Ils gardaient vivante la mémoire de l'esclave devenu maître, non par la violence ou la ruse, mais par la simple force de son caractère. L'histoire, avec un grand H, passa son chemin. Les guerres se succédèrent, les lois changèrent. Le monde se transforma. Mais dans ce coin de Louisiane, le nom de Kwame resta gravé dans la mémoire collective comme le symbole de quelque chose de rare et de précieux. La reconnaissance du mérite par-delà toutes les barrières que les hommes érigent entre eux. Le testament interdit avait condamné une famille à la pauvreté. Mais il avait aussi libéré un homme, transformé des centaines de vies, et laissé une trace indélébile dans l'histoire tourmentée du Sud-Américain. Jonathan Westfield avait peut-être été un maître cruel et arrogant pendant la majeure partie de sa vie, mais son dernier acte racheta partiellement toutes ses fautes. Quant à Kwame, il ne chercha jamais la gloire ni la reconnaissance. Il vécut simplement selon ses valeurs, travaillant la terre qu'on lui avait confiée, éduquant ceux qui voulaient apprendre, construisant un avenir meilleur pour ceux qui venaient après lui. Et c'est peut-être la plus grande ironie de cette histoire, l'esclave s'avéra être le seul véritable gentleman de cette tragédie familiale.